Bonjour et bienvenue à vous, Chemseddine Hafiz. On va bien sûr parler de votre livre, mais d'abord, pour commencer, je voudrais qu'on écoute ce que disait Éric Zemmour samedi soir sur France 2 face à Léa Salamé et Laurent Ruquier. Il parlait des prénoms. C'est-à-dire que si vous êtes président, Je rétablis la loi de 1803. un Français n'a pas le droit d'appeler son fils Mohamed. Non. Il peut le donner en deuxième prénom. Moi, quand vous dites un enfant qui s'appelle Mohamed, moi, je trouve qu'au bout de 3 générations, ça fait la 3e génération, je trouve ça triste qu'il s'appelle encore Mohamed. Parce que normalement, les générations précédentes d'immigrés changeaient leur prénom. Il n'y a aucune raison que les nouveaux ne le fassent pas. Chemseddine Hafiz, si Éric Zemmour devenait président, un Français n'aurait plus le droit d'appeler son fils Mohamed. Vous qui vous appelez Chemseddine, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Écoutez, comme d'habitude, c'est beaucoup d'hypocrisie parce que je ne crois pas qu'être français passe par un prénom. Je crois que c'est par l'action, par les actes que l'on commet tous les jours où on voit vraiment notre citoyenneté. Donc il y a des hommes et des femmes qui portent des prénoms musulmans et qui ont été ministres, qui ont été des hauts fonctionnaires de l'État, qui ont montré par leur engagement qu'ils sont absolument citoyens. Donc c'est vraiment une mesurette, j'ai l'impression qu'il fait de la propagande. Il n'a pas encore mis, je crois, l'habit du candidat à la présidence de la République. Il reste un polémiste. C'est un ennemi des musulmans, Éric Zemmour, aujourd'hui, quand vous entendez ce genre de propos ? C'est pas un ennemi, mais depuis longtemps, moi-même, j'avais fait un petit pamphlet contre lui il y a quelques années de cela. Mais je pense qu'il a trouvé son fonds de commerce. Il doit gagner beaucoup d'argent grâce à ce fonds de commerce. Et c'est vrai que l'élection présidentielle, aujourd'hui, devait se jouer entre le Covid et l'islam. Et je crois qu'il va y avoir comme question que l'islam. Et c'est pour cela que j'ai tenu à ramener les choses dans leur vrai contexte. Eh bien, on y vient donc avec ce manifeste contre le terrorisme islamiste et ce bandeau en rouge. Écoutez-moi, ça sonne comme une injonction. Pourquoi cette injonction qui semble presque désespérée ? Oui, c'est une injonction désespérée parce que depuis très longtemps, les médias, les pouvoirs publics, l'opinion publique déclarent que les musulmans sont inaudibles, ils ne parlent pas, ils ne se prononcent pas. Souvent, on peut dire qu'ils sont ambigus, alors qu'on n'a pas cessé de marteler à la fois notre citoyenneté, le rejet de tout ce qui pouvait être violent dans notre religion. Et aujourd'hui, je dis, écoutez-moi, mais pas uniquement vers eux, mais même vers mes coreligionnaires, pour leur expliquer qu'aujourd'hui, l'heure est grave et qu'il est nécessaire pour nous que nous puissions véritablement mettre notre curseur entre islam et islamisme. Alors c'est intéressant, je vais vous lire. Je n'ignore rien des questionnements et des angoisses légitimes qui s'amplifient après chaque attentat, écrivez-vous, à propos du ressenti global de la population. Quelle est la différence entre votre islam et celui dont se revendiquent aussi les terroristes ? C'est au nom de cette même religion qu'ils agissent. C'est pour ça que je veux faire le distinguo et pas d'amalgame. L'islam est une religion, comme les autres religions monothéistes, c'est une foi, c'est une adoration. Elle est nourrie d'éthique, elle est nourrie de bienveillance à l'égard de l'autre. L'islamisme, c'est une idéologie mortifère. Et comme toutes les idéologies, elle tente de prendre le pouvoir. Et les islamistes aujourd'hui considèrent que leurs valeurs sont au-dessus de toutes les valeurs universelles, qu'elles soient celles de l'islam, mais du reste de la société. Et c'est pour cela que l'islamisme a un discours haineux, alors que l'islam a un discours d'apaisement et de sérénité. Voilà la vraie différence. Vous écrivez aussi que les musulmans ne sont pas toujours perçus comme des citoyens français qui souffrent, à l'instar de leurs compatriotes, de la menace terroriste, et que les imams font face à une double intimidation, l'extrémisme musulman d'un côté et la haine anti-musulmane. La haine anti-musulmane. Est-ce que vous avez le sentiment, monsieur le recteur, que la France est en train de devenir anti-musulmane ou qu'une partie de la France est en train de devenir anti-musulmane ? Non, moi je ne crois pas. Et au contraire, je le dis dans mon manifeste, je suis extrêmement content et satisfait que la plupart des Français ne tombent pas dans l'amalgame. On aurait pu, après Samuel Paty, la dernière horreur la décapitation du professeur. Cette décapitation du professeur Samuel Paty, on voit comment les Français réagissent. Ils savent faire la distinction. Moi, je crois que les Français sont pris en tenaille entre une classe politique qui est à la course de l'électorat, et puis, excusez-moi, mais les médias aussi, vous en faites un peu trop, parce que, oui, ce sont les trains qui n'arrivent pas à l'heure dont on parle, mais je crois que beaucoup de musulmans, la majorité des musulmans s'intègrent tranquillement dans la société française. Et c'est ça qui me rassure. Beaucoup de gens me disent « mais tu es très courageux de faire ce type de manifeste et surtout de mettre côte à côte terrorisme islamiste ».
Mais en même temps, je reçois beaucoup de messages de Vous mes recevez des menaces coreligionnaires. aussi ou pas? C'est dangereux d'écrire un livre comme ça aujourd'hui, quand on est recteur de la Grande Mosquée de Paris? J'ai un officier de sécurité juste derrière moi. Ouais. Vous déclarez la guerre vraiment aux islamistes dans ce livre, mais de quelle armée disposez-vous pour la mener, cette guerre? Ben, je crois que ce sont tous les Français qui doivent être concernés. Les philosophes, les intellectuels, les médias, les hommes politiques. Parce que l'islam, ce n'est pas un dossier comme un autre où on traite les gilets jaunes et puis le lendemain on gère la pandémie et puis après on s'occupe très brièvement du dossier islam. Le dossier islam, c'est une cause nationale. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde doit faire ce distinguo et arrêter de faire les amalgames. Éric Zemmour, puisqu'on en a parlé, lui, il est toujours dans l'amalgame. Le grand remplacement, l'islam et l'islamisme, c'est la même chose. Moi, je dis arrêtez. Et ce manifeste, je l'ai fait sur la base du travail qui a été fait par des imams. Donc, il y a un vrai travail théologique. Je me base sur des versets coraniques pour expliquer véritablement ce qu'est l'islam. Et je veux absolument rejeter l'islamisme qui n'est pas l'islam. Vous consacrez aussi, on n'a pas le temps d'en parler ce matin, un chapitre qui s'appelle « La femme et l'avenir de l'islam ». Ce sur quoi on peut s'interroger quand on voit le sort réservé aux femmes par les talibans en Afghanistan, quand ils prennent le pouvoir. J'ai une dernière question qui concerne notamment les médias, puisque vous parlez de nous. Ça concerne le procès des attentats du 13 novembre qui se tient en ce moment, qui va durer pendant des mois. Salah Abdeslam, le seul survivant du commando terroriste, a décidé d'en faire une sorte de tribune. Est-ce que nous, on donne trop d'importance aux propos de Salah Abdeslam ? Alors, je ne crois pas. Je crois que d'abord, la justice est en train de passer et que les médias, là, jouent vraiment leur rôle d'information, puisque les procès, on ne peut pas y accéder. Donc, c'est vous qui, aujourd'hui, êtes un peu le regard de ce qui est ce procès. C'est important parce que le discours de ce terroriste montre quelle est son idéologie, comment il a été endoctriné et pourquoi il est passé à l'acte. Donc, il faut disséquer ces éléments et on a 9 mois pour le faire. Et je crois que c'est très important. En tout cas, pour moi, je suis satisfait de ce procès parce qu'il va nous permettre véritablement de voir quelle est la différence entre l'islam et l'islamisme. Vous n'avez pas peur, pour vous ? Non, pas du tout. Parce que je considère qu'il faut qu'on le fasse. Le boulot, il faut le faire. Je suis recteur de la Grande Mosquée de Paris. C'est une de mes responsabilités. Ben voilà, je prends le risque de le faire. Merci beaucoup, Chemseddine Hafiz. Je rappelle ce livre, Le Manifeste contre le terrorisme islamiste. Écoutez-moi, écoutez-le et lisez-le. C'est aux éditions Éric Bonnier. Merci d'être venu dans Télématin.